À la une ce soir, le collège Robert III évacué. Les gaz des sargasses en décomposition seraient à l'origine de plusieurs malaises dans les classes hier. La municipalité a enclenché les grands moyens pour retirer les algues de la plage. Le Robert qui tente également de se reconstruire après les inondations. C'est le cas des entreprises. Certains patrons ont presque tout perdu, mais un dispositif gouvernemental permet de sauver leur activité. Toujours aucune reprise en vue sur le réseau de bus Mosaïque. Aujourd'hui, les salariés de la CFTU estiment que les conditions ne sont pas réunies pour reprendre l'activité. Nous verrons pourquoi. Et puis nous irons en mer avec les élèves du lycée de Bellefontaine. 24 chanceux ont pu choisir l'aviron comme discipline d'EPS. Nous les avons suivis durant leur entraînement, vous le verrez. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Je vous le disais en titre, les émanations d'hydrogène sulfuré des algues sargasses ont provoqué l'évacuation du collège Robert III. Plusieurs élèves auraient été pris de malaise hier. On voit cela avec Sandrine Claude. Les 420 élèves du collège évacués les uns après les autres. En raison des émanations d'hydrogène sulfuré provoquées par les sargasses, la municipalité a pris la décision de fermer l'établissement en fin de matinée. Ça sentait trop. C'était vraiment trop. On est sorti du bus, on est dans la clim. Quand on est sorti du bus, il y a une vague de... Quand le vent est passé... Comme il y a des professeurs aussi qui ont mal et qu'il y a des enfants aussi qui sont malades, eh bien on nous a demandé, ils ont fait un courrier pour la mairie et ils ont envoyé et on a fermé l'école. Des odeurs qui incommodent largement les collégiens. Déjà hier, plusieurs d'entre eux ont été victimes de malaise. Des fois, il y a des gens qui vomissent, il y en a à l'hôpital. Ce sont des salles fermées et on ne peut pas ouvrir Déjà, les ventilateurs ne marchent pas, donc ça empêche l'aération. Les vitres, on ne peut pas les ouvrir sinon l'odeur rentre. Depuis qu'on est revenu de vacances février, ça sentait à beaucoup. Et ça n'a jamais senti autant. Pour certains, cette décision de fermeture n'est pas sans conséquences. Ils ont dû annuler notre épreuve d'oral DNB demain. Donc du coup, on ne sait plus trop quoi faire. On est assez asphyxié par l'odeur de la sargasse. Je ne suis pas d'accord car on a nos épreuves. Et quand on ferme le collège, ce n'est pas avantageux pour nous, vu qu'on manque les cours. Prévenus par SMS, les parents ont été priés de récupérer leurs enfants à 11h30. Ce matin, c'était pire que tout, sincèrement. Je me suis demandé franchement pourquoi on gardait les enfants à l'école. En même temps, on se pose la question de l'étude de l'enfant pour ne pas trop rater de cours. Et je pense que ça ne doit pas être très simple à gérer non plus. Ce n'est pas la première fois et j'espère que ce sera la dernière parce qu'effectivement le souci des sargasses au niveau qui n'est pas bien loin, le collège n'est pas bien loin de la mer, donc forcément c'est une difficulté supplémentaire. Car en effet, il suffit de traverser la rue pour trouver l'origine du trouble. Sur près d'1 kilomètre, des algues en décomposition qui dégagent une odeur pestilentielle. Pour permettre la réouverture du collège, plusieurs engins ont été déployés par la municipalité. La direction de l'établissement n'a, elle, pas souhaité répondre à nos questions. Elle assure toutefois que le collège devrait pouvoir rouvrir ses portes ce jeudi. Et puis une semaine après les inondations qui ont, vous le savez, durement touché la commune, l'heure est à la solidarité. Mais que deviennent les entreprises et leurs patrons qui ont perdu leurs outils de production? Eh bien, grâce à un dispositif gouvernemental, tout n'est peut-être pas perdu. Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Cela faisait 8 jours que le bruit des perceuses sur le métal n'avait pas résonné dans cet atelier de menuiserie. C'est notre première journée où on fait quelque chose, vraiment. Autrement, c'était vraiment la gadoue. Après les inondations, les salariés étaient occupés au nettoyage et le patron envisageait la poursuite de son activité. Donc ça nous a demandé toute la semaine de nettoyage, la semaine à récupérer aussi, à faire les démarches auprès des assurances, et puis voilà, donc c'est très compliqué. Un peu plus loin, ce chef d'entreprise contemple 60 000 € de marchandises, maintenant invendables. Ça, je peux pas le vendre aux clients, c'est pas possible. C'est pas possible, ils ont pris de l'eau, y a de la boue, ça va dégager aussi des odeurs pas très agréables. Donc voilà quoi. Après le calcul des pertes, vient la question de l'avenir des 4 salariés. Je devrais peut-être me poser la question pour voir si je ne mettrais pas en chômage technique ou partiellement, puisque
nous avons perdu une semaine de travail, nous manquons de marchandises. Et le mois de mai est un mois où il n'y a déjà pas beaucoup de jours ouvrables, donc il y aura des décisions à prendre. Autre solution pour les entreprises touchées par les intempéries, l'activité partielle. Qui permet aux employeurs, donc victimes soit de la conjoncture économique, d'un sinistre, ou même des intempéries comme ceux de lundi au Robert, de pouvoir compenser la perte de revenus due à l'arrêt d'activité, arrêt total ou arrêt partiel. En quelques clics sur Internet, la démarche permet de percevoir une aide d'environ 7 € de l'heure par salarié pour le maintien de l'emploi après la perte d'outils de production ou une mauvaise conjoncture économique. Le dispositif est totalement dématérialisé, c'est ce qui permet effectivement des délais de traitement qui sont très courts, et pratiquement un échange avec l'administration en temps réel. 2 entreprises sinistrées par les inondations et les coulées de boue de lundi ont déjà activé l'activité partielle. Dans cette zone d'activité économique du Robert, une 50aine y est éligible. Et puis notez que dans la commune d'à côté, au François, l'une des plus touchées par les inondations, les collectes de dons se poursuivent pour les familles sinistrées. Mais attention, les vêtements ne sont plus acceptés. On manque aujourd'hui surtout de denrées alimentaires, d'eau, de produits d'entretien et d'électroménager. Vous pouvez donc déposer vos dons directement en mairie. Et toujours au François, hier soir, un homme de 53 ans a été blessé lors d'un vol à main armée. Il aurait reçu des éclats de verre au thorax. Les faits se sont déroulés vers 22 h à proximité d'une pizzeria proche du canal. Selon des témoins, 2 motards auraient été pris à partie par 2 hommes armés. Et les malfaiteurs se seraient emparés de l'une des motos et tiré plusieurs coups de feu. La victime, quant à elle, a été prise en charge au CHU. La gendarmerie a depuis ouvert une enquête. On les attendait de pied ferme, mais ils n'ont finalement jamais roulé ce matin. C'est donc toujours l'interrogation: à quand un retour des bus sur le réseau Mosaïque? Aujourd'hui, ce sont les employés de la CFTU qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour reprendre l'activité. Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Le réseau Mosaïque est à l'arrêt ce mardi. Les employés refusent de reprendre le travail sans avoir des garanties sur la mise en service de toutes les lignes. Pour qu'on puisse démarrer le réseau sous la CACEM, il faut que la totalité du transport soit faite à 100%. C'est-à-dire les co-traitants, les sous-traitants, tout le monde. Parce qu'on a eu l'expérience par le passé. Effectivement, on était sortis quand il y avait des conflits et puis on s'est fait agresser, lyncher, caillassage, tout et tout. Donc aujourd'hui, on veut l'assurance que la direction nous confirme que tous les bus du réseau sont sortis pour qu'on puisse fonctionner à 100%. Certains ne semblent pas partager cette position majoritaire, mais n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra. Selon nos informations, le transfert des salariés vers les nouveaux sous-traitants n'est pas terminé. Aucun bus n'a circulé depuis 22 jours. Demain, un collectif d'usagers prévoit un rassemblement placé sous le signe du mécontentement. Faisons un détour par l'île de la Réunion, à présent frappée de plein fouet hier par la tempête Fakir. La nuit dernière, un jeune couple a été tué par une coulée de boue. Voyez ce reportage de nos confrères de TF1. Des quartiers entiers complètement inondés et des rafales de vents impressionnantes. Ces images amateurs ont été tournées ce matin, au plus fort de la tempête. C'est incroyable. En 12 ans, il n'a jamais arrivé un truc comme ça ici. Là, la rivière, elle sort de son lit, la prend tout, de la voiture, après tout. Ici, la tempête Fakir a surpris tout le monde. Dans le sud de l'île, où des trompes d'eau se sont abattues sur des sols déjà saturés, la tempête a fait 2 victimes. Un jeune couple s'est retrouvé pris au piège d'une coulée de boue à l'intérieur de cette maison. La maison était fermée, c'est-à-dire on a des gens dedans, on a attrapé un roche, on a cassé la vitre pour rentrer. J'ai essayé de déblayer le maximum, mais dans un accès restreint avec la terre qui vous arrive au genou. Malgré l'intervention rapide des voisins et des secours, les occupants n'ont pas survécu. Après le passage de la tempête, du côté du réseau routier, la situation est critique. Les arbres ont cédé, les cours d'eau ont débordé et de nombreux axes sont impraticables. On en avait du mal à progresser, c'était vraiment l'inondation. Il n'y avait que des arbres sur la route. Pour pouvoir progresser, on était obligé de tronçonner pour pouvoir dégager ce qu'il y avait sur la route, les arbres.
Après avoir traversé l'île du nord au sud, la tempête Fakir poursuit désormais sa route loin des terres habitées. Ce soir dans le département, plus de 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité. De retour chez nous, direction le nord de l'île, au Morne Rouge. Plusieurs organismes de soins à la personne se sont rassemblés pour présenter leur nouveau projet. L'idée est d'optimiser la prise en charge des patients et notamment des personnes âgées à leur domicile ou après une hospitalisation. Il faut dire que la population est vieillissante en Martinique. Voyez ces explications au micro de Johan Boulard. Nous nous occupons de la globalité de la personne. Et à côté, la personne âgée a besoin de soins dans les activités quotidiennes, c'est-à-dire l'aider à se lever, l'aider à se coucher, entretenir le logement, lui faire la cuisine, faire ses démarches administratives, repasser son linge. Lui faire aussi l'aider à participer à la vie sociale. Parce que ce matin, on constate que les gens sont en grande demande, ont besoin de vie sociale. Donc pour ce faire, nous avons mis un service de transport social à la disposition des personnes âgées. Il nous manque des financements. Nous avons commencé par un jour dans la semaine. C'est vraiment un transport qui a été mis en place à la demande des personnes âgées. Nous sommes sur un territoire particulier où les transports sont quasiment inexistants. Et quand on habite dans les bas-fonds, dans les quartiers, il est extrêmement difficile de se rendre au bourg. On reste dans le domaine de la santé. Nous sommes en pleine semaine européenne de la vaccination. Et depuis le 1er janvier dernier, 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants qui entrent en crèche ou à l'école. Depuis son entrée en vigueur, la mesure divise. Voyez ce reportage de nos confrères de Guadeloupe. Préconisé par le gouvernement, c'est aujourd'hui que débute la campagne nationale d'information-vaccination. Cette semaine européenne de vaccination a comme thème la vaccination des nourrissons afin de relayer les informations de vaccination en lien avec la nouvelle réglementation d'extension de l'obligation vaccinale aux enfants de moins de 2 ans. Donc nous, on est le service de PMI où les consultations de nourrissons, d'enfants infantiles, consultations infantiles sont assurées par des médecins. Les enfants que nous voyons ont entre 0 et 6 ans. Donc nous commençons les vaccinations à 2 mois. Et après, en fonction du calendrier, nous faisons les injections qui sont obligatoires pour l'âge requis. Canel en a profité pour s'informer et se mettre à jour concernant cette nouvelle réglementation. C'est important parce qu'il y a plusieurs maladies qui sont dehors maintenant et on a toujours besoin de savoir quel vaccin il faut avoir parce qu'il y a souvent la grippe, donc il y a des vaccins pour la grippe, il y a des vaccins pour chaque matière, en fait, chaque virus et ça nous aide beaucoup. Donc nos enfants n'est pas sûrs d'attraper certaines maladies. La semaine de la vaccination se fera donc entre le 24 et le 28 avril, l'occasion pour ces mères de s'informer, mais surtout de connaître le nouveau calendrier des vaccinations 2018. Et justement, cette piqûre de rappel, on va la faire avec notre invité pour bien comprendre l'importance de la prévention et de ces vaccins obligatoires. Demain, l'Union régionale des médecins libéraux organise une conférence débat à Madiana à partir de 18h30. Elle est ouverte au public. Docteur Sandrine Tignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, vous, en charge du pôle vaccination. Auparavant, il y avait 3 vaccins obligatoires, maintenant 11. Rappelez-nous lesquels ? Alors, les 3 vaccins obligatoires, initialement, c'était diphtérie, tétanos, poliomyélite. Et maintenant, on ajoute rougeole, oreillon, rubéole. Il y a l'hémophilus, l'hépatite B, le pneumocoque et le méningocoque. Alors, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'il y a beaucoup de maladies qui ont disparu, voire voilà, quasiment disparu. Aujourd'hui, c'est plus de la prévention, ces vaccins. De quoi est-ce qu'ils protègent vraiment? De la maladie, bien sûr, mais... Eh bien, ils protègent de la maladie, effectivement, mais ils protègent aussi et surtout de ses complications, parce qu'il y a des complications vraiment importantes. Ça peut arriver au décès des patients atteints, donc c'est très important au niveau individuel que notre enfant, notre entourage ne soit pas malade. Et ça permet aussi d'essayer d'éradiquer cette maladie et éviter qu'il y ait une épidémie et que ça se propage dans le monde. Donc on essaye au mieux. Et si toute la population se vaccinait, on pourrait arrêter la circulation des virus, des microbes, et du coup
mettre cette maladie complètement au repos, voire oublier, comme on a pu le faire pour la variole, par exemple. Alors justement, plus de la moitié des Français qui ont été sondés se disent contre ces nouveaux vaccins obligatoires. Vous, les médecins traitants, généralistes, c'est le moment de leur dire quoi ? Eh bien, de leur dire non, ne soyez pas contre, écoutez-nous, nous on est prêts à vous expliquer, à faire comprendre pourquoi c'est important. Donc c'est important, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse éradiquer cette maladie, qu'il n'y ait plus de décès, qu'il n'y ait plus de maladies avec des risques pour les femmes enceintes ou les enfants à naître. Donc ça, c'est important. Et puis si on regarde bien, toutes ces maladies, ces vaccins, si on regarde dans les carnets de santé des enfants un peu plus grands, en fait, ils sont déjà faits parce qu'ils étaient fortement recommandés. Et donc, nous, médecins, on incitait déjà la population à se prévenir, à se protéger. Donc, c'est quelque part un faux débat. Et pour ceux qui disent justement qu'il y a eu des effets secondaires, de plus en plus d'enfants malades, vous leur répondez quoi également? Alors, des effets secondaires, il peut y en avoir avec toutes les pathologies. C'est étudié. Donc, quand on nous amène un enfant pour une vaccination, ce n'est pas juste entre deux, je fais un vaccin. On va l'examiner, on va poser des questions et on va voir s'il y a une contre-indication, s'il faut attendre un petit peu parce qu'il est malade, il a de la température, ou si on peut le faire. On n'est pas non plus bloqué. Alors justement, qu'est-ce qu'on encourt si on ne fait pas vacciner ces enfants avant de les mettre en crèche ou à l'école? Alors ces enfants, ce qu'on encourt au niveau légal, donc c'est essentiellement pour les enfants nés au 1er janvier 2018. Et eux, s'ils ne sont pas vaccinés, le médecin doit faire un certificat comme quoi les vaccinations ne sont pas à jour et ils ne sont pas acceptés en collectivité. Il n'y a pas d'amende? J'avais entendu parler d'une amende. Pour les patients, non. Il n'y a pas d'amende. Mais les médecins, il y a des amendes s'il y a un faux certificat, si effectivement dans le débat, etc. Et par contre, plus tard, est-ce que les enfants peuvent faire un recours contre leurs parents s'ils attrapent une de ces maladies? Tout à fait. Les enfants peuvent faire un recours, et même si on est en collectivité et qu'il y a des parents peuvent faire un recours contre un autre parent qui n'a pas fait vacciner son enfant et que le petit copain a attrapé. Alors justement, à partir de demain soir, 18h30 à Madiana, vous allez tenter de sensibiliser le grand public. Je ne sais pas si on a le spot qu'on peut diffuser, on l'a pas malheureusement. Alors vous allez nous en parler concrètement. Qu'est-ce que vous allez dire à ce public? Comment est-ce que vous allez essayer de le convaincre? Par quels moyens? On va faire un petit peu comme le spot publicitaire qui montre un jeune parent, un monsieur qui est penché sur le berceau de son bébé et puis qui lui dit maman, elle a pris rendez-vous, on va aller faire des vaccins. Je sais que t'aimes pas, que ça fait mal, mais on va les faire. Pourquoi? Parce que ça va te protéger, toi, des maladies, puis ça va protéger tous les petits copains qui seront autour de toi. Est-ce qu'il y aura peut-être des ateliers? Parce qu'on se dit conférence-débat, c'est très intéressant. Mais les personnes passent et puis finalement, ne tiennent peut-être pas forcément compte. Oui. Ce qu'on va faire, on va leur donner un petit dépliant au départ où les gens vont remplir un petit peu sur leurs a priori, ce qu'ils connaissent de la vaccination, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Ensuite, on va faire 3 petites présentations. Une du docteur Lauré de l'ARS qui est plus dans l'épidémiologie pour expliquer un peu les chiffres. Il y aura un professeur Cabier, un infectiologue, qui va nous expliquer plus, du CHU, qui va expliquer plus les vaccins, les différentes méthodes, les différentes microbes. Et puis moi, ensuite, je passerai où je vais avoir plus le côté relationnel du médecin traitant, le médecin généraliste ou le pédiatre, parce qu'il est en première ligne face aux enfants, face aux parents, et on va essayer de faire passer le message. On n'est pas là pour obliger, on est là pour expliquer et convaincre, mais de façon harmonieuse et qu'on soit tous ensemble pour lutter contre ces maladies. Vous, justement, au quotidien, vous la voyez, vous la ressentez, cette réticence des parents? J'ai des questions, effectivement. Des réticences, j'en ai pas tellement actuellement, parce que surtout, il faut expliquer. Il ne faut pas dire, c'est obligatoire, on fait ça, point. Je pense que tout le monde a le droit, et quand on explique l'intérêt d'une vaccination, normalement, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai fait vacciner mes enfants. Ils vont bien. Ils vont très bien. Voilà, exactement. Donc, s'il y a des réticences, on en discute. Les médecins traitants sont là pour ça. Demain soir, on sera là pour expliquer. Voilà, on est prêt. Avant de vous quitter, on rappelle les horaires de cette conférence débat. Donc, 18h30 demain soir, jusqu'à 20h ou plus s'il y a plein de questions. Et on fera un deuxième petit questionnaire en fin de débat pour voir justement ce qu'ont compris le public, s'il en est d'accord, pas d'accord, pour essayer d'en sortir quand même quelque chose de leurs impressions et si le message est passé ou pas. Très bien. Voilà. Merci d'être venu nous voir.
Et restez avec nous, justement, dans un instant, nous irons à l'AMEP. Les élèves de l'établissement ont rendu un vibrant hommage à Aimé Césaire à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition la semaine dernière. Et puis, dans votre JT des communes, nous vous ferons découvrir une famille d'accueil pour personnes âgées, une alternative aux maisons de retraite, vous le verrez également. Une semaine après la date anniversaire de la disparition d'Aimé Césaire, je vous le disais, les élèves de l'AMEP, cet établissement d'enseignement privé de Fort-de-France, lui ont rendu hommage. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il était l'un des fondateurs de cette école ouverte en 1970. Voyez cette ambiance captée par Sandrine Claude. Écoute aux alibis grandioses, son piètre trébuchement. Pitié pour nous vainqueurs omniscients et naïfs. Et il y a, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré. C'est un extrait du cahier d'un retour au pays natal. Aimé Césaire est quand même un des plus grands écrivains, pas seulement de notre île. C'est quelqu'un qui a quand même révolutionné beaucoup de choses pour tout ce qui est dans l'esclavage, la condition des droits de l'homme, etc. Donc je pense vraiment que cet hommage lui est dû en fait. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie. On s'est porté volontaire parce que, étant élève de première L, je pense que on peut effectivement représenter, rappeler, donner un hommage à Aimé Césaire. 10 ans poète embaumé aux essences d'accoumots, de citronnelle et de guérito. Notre institution existe depuis 1970. Et Aimé Césaire a été l'un des pères fondateurs de notre institution. Durant toutes ses mandatures, en tant que maire, il nous a toujours aidés, aidés pour qu'on puisse développer notre institution. C'est notre manière de dire simplement notre attention à l'égard du poète. C'est aussi dans ces espaces, dans ces silences, que l'œuvre force et déroute le public. Des breaks, des respirations pour laisser passer la beauté. On part en mer à présent, à Casse-Pilote plus précisément, retrouver les élèves du lycée de Bellefontaine. Ils sortent des sentiers battus puisqu'ils ont choisi l'aviron comme discipline de PS, une activité rendue possible grâce à un partenariat entre le parc naturel de Martinique, le lycée et 2 clubs d'aviron. Johan Boulard les a rencontrés durant leur entraînement. Regardez. 2 et 3 en l'air. OK. L'équipage reçoit les dernières instructions. À ce moment-là, ça te permettra d'être plus à l'aise. En première année de CAP pâtisserie, Gémaël suit aujourd'hui un cours de PS, pas comme les autres. C'est très bien, j'aime bien être sur l'eau, la sensation d'être bien, de me lâcher. C'est aussi une première pour Lénaël, son coéquipier du jour, plus habitué au plancher des vaches. D'habitude, je joue au football et là, je pratique de l'aviron. C'est plus dur que le football, ça travaille les muscles. Une pratique bien connue des marins-pêcheurs d'antan. De retour du grand large avec leurs embarcations d'époque, c'était à qui arriverait en premier sur le rivage. Très vite, les communes se sont appropriées un peu cette pratique de ces professionnels-là et les communes ont mis en place des régates à l'issue des messes. Et c'est pour ça que les régates avaient pour principe de commencer à 10h du matin pile, parce que la messe s'est terminée dans ces environs-là. Et tout de suite, c'était le début, tout le monde sortait de l'église pour aller vers les bords de mer pour pouvoir assister aux compétitions d'aviron. Se pratiquant à 4 sous sa forme traditionnelle, l'aviron serait un sport complet et adapté à l'éducation physique et sportive. C'est très intéressant dans le sens où ça permet aux élèves de développer des valeurs de solidarité, d'entraide et de coordination, sans quoi ils ne peuvent pas réussir à évoluer sur ce type de terrain justement. Ce projet porté par le parc vise à l'intégration de ce pan de patrimoine dans le cursus scolaire. L'aviron se perd en Martinique, l'aviron traditionnel. L'idée, c'est de réintroduire à travers les nouvelles générations 2 heures d'éducation physique, à l'instar du foot ou à l'instar de la gymnastique. Ils vont pouvoir pratiquer l'aviron en mer. On a choisi le lycée de Bellefontaine parce que l'aviron est ancré actuellement dans le Nord Caraïbe. Nous avons également choisi l'université puisqu'il y a un club, le club Frappé des ailes de Schellcher, avec lequel nous avons signé une convention. La Ligue d'aviron compte aujourd'hui 250 licenciés. D'ici à 2019, elle espère compter dans ses rangs 200 pratiquants
et 50 adhérents de plus. Et il est temps de se rendre dans vos quartiers tout de suite, le JT des communes. Et nous partons au Lamentin, dans une famille d'accueil pour personnes âgées et handicapées. Face au vieillissement de la population, c'est une alternative de plus en plus courante. Hubert Bornil et Valérie Vincent nous emmènent. Regardez. C'est véritablement une sorte d'alternative à l'EHPAD. Alors, les familles ont le choix maintenant entre garder leurs parents à la maison ou la maison d'accueil qui leur réserve une sorte d'accueil véritablement familial. Nous nous trouvons au domicile de Madame Lapu. Une maison somme toute ordinaire, mais en fait il s'agit d'une structure familiale d'accueil pour personnes âgées. Ce qui est intéressant, c'est le fait que comme on est à la maison, ça veut dire qu'on a les gens chez nous, et puis on est avec eux, on sort, on s'organise aussi avec eux. Le quotidien de la maîtresse de maison est ponctué par l'encadrement de résidents de jour comme de nuit. Tu as terminé? Non, tu n'as pas terminé. Tu as terminé, mais tu n'as pas mangé. Quand ils sont en difficulté, il faut être là, à leur écoute, il faut être patient. Ça arrive aussi par moments que je les aide aussi à manger. Hein. Parce que s'il n'a pas d'appétit, c'est vrai que le plus souvent il se plaint de fatigue. Et moi je suis là aussi pour surveiller tout ça. Véronique Lapu est ce qu'on appelle une auxiliaire familiale. Après avoir exercé plusieurs professions, elle a décidé un jour de prendre en charge des personnes âgées, un vrai métier à temps complet. J'ai passé ma formation d'aide-soignante. Et c'est depuis, quand je suis rentrée dans ce domaine, je me suis dit, tiens, pourquoi pas éventuellement s'occuper des gens, mais à mon domicile. Et c'est ce qui a fait, si ça s'est déclenché d'un coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'agrément. Et puis là, je m'y plais. Et toi, André? Oui. Alors, et toi, tu t'y plais? Oui, je n'ai rien à rajouter ici. On dirait que c'est ma vie. L'hôpital, c'est la vie. Parce qu'on a passé sur l'hôpital. Mais c'est pas un hôpital. Mais c'est pas un hôpital, hein? Non, mais ça représente, c'est un lieu de soins. La structure d'accueil familial est une sorte d'alternative à l'EHPAD. On sait que de nombreuses familles se trouvent confrontées à cette dure réalité, prendre en charge leurs parents âgés et parfois dépendants. Dans le même temps, beaucoup n'osent pas les confier à l'EHPAD. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'accueil familial. Quand ils sont venus me voir, nous avons discuté un petit peu. Bon, c'est vrai que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils visitent et ils voient tout de suite la différence parce que ces gens aussi ont déjà été visiter les EHPAD. En tout cas, Madame Lapu, c'est véritablement un travail formidable que vous faites. On vous souhaite longue vie et puis surtout de garder cette foi. Hein. Tu es fort. Oui, merci. Et puis longue vie aussi à l'association aussi. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Et avant de refermer ce journal, comme chaque soir, cette information, si vous souhaitez faire un don de sang, demain, mercredi, le camion de l'EFS sera stationné sur le parking sud du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Et puis le reste du temps, on vous le rappelle, vous pouvez également vous rendre à la maison du don, à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour Rendre chez PIA. A tout de suite.